bonjour à tous, nous nous retrouvons pour notre rendez-vous pour le 20e Salon du Livre dans le cadre des rencontres des éditeurs et nous accueillons aujourd'hui Christian Robert, donc des éditions Au Vent des Îles. Yorana. Bonsoir. Est-ce que tu pourrais revenir dans un premier temps sur la naissance d'Au Vent des Îles, dans quel contexte est née cette maison d'édition? Alors, un contexte assez particulier qui est celui des feuilles et de l'encre, puisque je dirigeais une imprimerie qui se trouvait sur Prince-Inouï, en face de là où maintenant il y a Hyper Bricogite. Et tout naturellement, je me suis intéressé au métier de l'imprimerie et en particulier à cette révolution qui allait transformer en particulier tout ce qu'on appelle maintenant le pré-presse, c'est-à-dire qu'avant la presse d'imprimerie, qui est donc la maquette et l'arrivée de l'ordinateur pour assister à la publication, la PAO, publication assistée par ordinateur. Et de fil en aiguille, de page en page, on est arrivé à faire un livre, puis deux, puis trois, puis aujourd'hui un peu plus de 250. Un peu plus de 250 quand même, d'accord. Comment le nom Au Vent des Îles t'est venu? Quelle inspiration? Alors ça, c'est une anecdote assez rigolote. Parmi les premiers auteurs qui ont rejoint Au Vent des Îles, on compte Bruno Sora, qui est un universitaire, un ami, un homme brillant, qui fait des sciences humaines. Il y a très longtemps, ça a plus de 20 ans, on discutait un soir au bureau et à partir du moment où on a décidé de faire de l'édition notre activité principale, il nous fallait une marque, un nom, et je n'arrivais pas à la trouver tout seul. En discutant avec Bruno, moi je savais que je voulais du vent, parce que j'aime le vent. Je voulais des îles parce qu'on est dans les îles, et je n'arrivais pas à ordonner ces deux mots concepts. Et Bruno, qui a entre autres une intelligence synthétique, c'est le roi du titre, Bruno, il dit c'est Au Vent des Îles. Et c'était plié. Ça lui a pris 1 minute, moi j'ai réfléchi pendant plusieurs mois, mais sans y arriver. Voilà, donc Au Vent des Îles, c'est la conjugaison entre des mots qui font sens et l'intelligence synthétique de Bruno Sora. D'accord, très bien. Et donc Au Vent des Îles, quelle était à ce moment-là, au début, la ligne éditoriale? Qu'est-ce qui t'a lancé sur cette piste comme une évidence pour l'édition? Alors, ce qui nous a lancé sur cette piste qui était loin d'être une évidence à l'époque, ce serait mentir que de dire c'est quelque chose que je savais depuis le début. Non, non, pas du tout. On y est allé. Non, à l'époque, c'est même pas une nécessité. C'était vivre une expérience. Le premier livre qu'on publie, c'est un livre qui s'appelle Tefare, architecture tropicale de Tahiti, avec Jean-Louis Sacquer. Et ça a été une expérience satisfaisante, c'est-à-dire travailler sur la réalisation d'un ouvrage, le voir imprimé, et puis après le voir rencontrer son public, c'est quelque chose qui nous a plu. Et de là, on s'est dit on va le faire une deuxième fois, et ça s'est passé de façon un petit peu empirique, mais 1 livre, 2 livres, 3 livres. Donc au début, c'était plutôt de l'autosaisine, on choisissait les livres qu'on allait publier, et puis après très vite les universitaires nous ont rejoints, Bruno entre autres, et là donc on a travaillé dans le domaine des sciences humaines, et puis chemin faisant, la boule de neige grossissant, il y a des auteurs de fiction qui nous ont rejoints, jeunesse, et puis voilà, et après c'est une machine qui se met en route, et puis après très vite on a réalisé qu'il y avait quand même une assez grosse carence, une grosse lacune sur la publication de textes tahitiens, en langue française en particulier. Il y avait très peu de choses publiées, donc voilà, on s'y est intéressé et on a commencé à publier des textes tahitiens, et puis après ça a grandi et grandi encore. Tu peux nous en donner quelques exemples peut-être? L'île des rêves écrasés, L'arbre à pain, Frangipanier, Tiaré, Rombo.
Et dans cette démarche-là, c'est vous qui alliez vers ces auteurs? Oui, oui, oui. Je me rappelle comme si c'était hier, avec beaucoup d'émotion. La première fois que j'ai appelé Chantal Spitz, elle était à Wainé en classe. Elle a dû se dire qui c'est celui-là, hein, quand je l'ai contactée. Et puis de ce premier contact qui était pas très accueillant, et je pense né une belle amitié, et même plus que de l'amitié, une grande affection, et puis après je pense qu'elle a aussi adhéré à cet esprit qu'on mettait en route, cette vision de donner un peu de lumière à des textes qui méritaient vraiment. L'île des rêves écrasés, c'est publié une première fois par Roger Bella, qui avait une petite boîte d'édition qui s'appelait Les Éditions de la Plage. C'était en 90, 91. Et c'est un texte qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque, qui avait suscité beaucoup de haine, un peu d'admiration, beaucoup de haine. Mais c'est ça aussi, la littérature, c'est un moment choqué, bousculer les choses. On vit tous aujourd'hui, enfin, les gens de ce pays savent que il y a seulement 30 ans, être contre le nucléaire, c'était quelque chose d'anormal, réservé à une petite élite intellectuelle. Aujourd'hui, tout le monde se revendique contre le nucléaire. Donc les choses évoluent, et c'est aussi grâce à, sans doute, alors en petite mesure évidemment, malheureusement c'est pas la littérature qui guide le monde, malheureusement, mais je pense que oui, des textes comme ça ont permis d'ouvrir le débat, et puis de faire en sorte que les gens comprennent ce qui se passe. D'accord. Si je reviens sur ton anecdote, ton coup de fil avec Chantal, donc Chantal à ce moment-là elle est déjà auteure, déjà publiée, et toi tu lui proposes de rééditer son C'est ça, Chantal a écrit L'île des rêves écrasés, il a été publié par Roger Bella, comme je te disais tout à l'heure. Et puis, pour des raisons diverses, il n'y en a plus. Il est épuisé, ce texte, alors qu'il y a une vraie nécessité. Donc j'appelle Chantal pour dire, Chantal, moi j'aimerais éditer ton bouquin. Elle a râlé un petit peu au début, et puis après j'ai dû insister, et puis elle a dit, bon, il est un peu pugnace, il insiste celui-ci, on va l'écouter, et puis voilà. Okay. Et pour parler d'autres auteurs polynésiens, donc là, Chantal, elle est déjà auteure au moment où tu la contactes. À quel moment, toi, quel auteur polynésien en puissance tu vas solliciter en donnant ta confiance et en disant, bon, je t'embarque avec moi, fais-moi confiance et on va faire un livre ensemble? Alors, j'aime bien l'idée de vaisseau, mais d'embarquer avec moi, ce serait peut-être un petit peu fatal. Je pense que la relation éditeur-auteur, c'est quelque chose qui est équilibré en fait. L'auteur a quelque chose à dire, il a un talent pour l'écrire. L'éditeur, il sait comment valoriser ce talent, il sait comment fabriquer un livre, il sait comment le diffuser. Et soit il y a osmose et ça marche bien dans le temps, soit il y a friction et ça ne marche pas. L'expérience prouve que quand il y a de la rivalité, un déséquilibre ne mène nulle part. Donc, et il se trouve qu'avec Chantal, ça a plutôt bien fonctionné. Après, on ne va pas forcément... là, ce texte existait, donc j'ai fait une démarche proactive vers Chantal, mais après, les gens viennent voir, beaucoup de personnes viennent nous voir pour nous proposer leur manuscrit. Et, alors, on ne prend pas tout. À une époque, on prenait beaucoup de titres parce qu'on avait besoin de construire un catalogue. C'était au début de notre aventure éditoriale. Depuis, on fait beaucoup plus attention parce que c'est très compliqué aussi de faire des livres, que malheureusement, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, faire un livre, c'est pas être millionnaire du tout, ni pour l'auteur, ni pour l'éditeur. Donc on faisait plus attention. Et puis après, nous, quand on a commencé à étendre notre assiette, la recherche d'auteurs, puisque très vite, on avait un peu saturé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus des milliers d'auteurs en Polynésie. Il y a plein de gens qui écrivent, mais de devenir un auteur, c'est pas si simple que ça, et on les compte sur les doigts de la main. Et donc on a étendu ça d'abord à la Nouvelle-Calédonie, puisqu'il y a une vraie puissance d'écriture en Nouvelle-Calédonie, francophone, donc en plus c'était plutôt simple. Et là, il y a des grands auteurs calédoniens qui nous ont rejoints, qui ont adopté ce concept, et alors après, on l'a étendu à la littérature océanienne anglophone,
avec un très gros programme de traduction, ce qui est aujourd'hui ma plus grande fierté, évidemment. D'abord parce que au regard de ces 30 années passées, quand tu regardes derrière, tu dis waouh, il y a du boulot. Et également parce que je pense qu'on a réussi en toute humilité, hein, parce que c'est quelque chose sur lequel on a été au mieux facilitateur, mais à réunir des gens, des écrivains océaniens qui ont été isolés par des réalités historiques, 18e, colonisation, des langues différentes, des politiques stratégiques différentes, et le fait qu'ils étaient isolés alors qu'en fait ils ont toujours été cousins. Personne que j'apprends, je n'apprends à personne que les Maoris viennent de Polynésie. Hein. Donc il y avait des liens, et je pense qu'aujourd'hui on a réussi à faire cet ensemble très cohérent de littérature océanienne où les gens étaient ravis de se rencontrer à nouveau. Je pourrais citer un exemple qui me tient à cœur, c'est Albert Wendt. Albert Wendt qui est le père de tous les écrivains océaniens. Je rappelle que Albert a ouvert une chaire de littérature du Pacifique à l'université d'Auckland en 1984. 84, t'étais pas vieille, Vaya, hein, t'étais pas né. Donc c'est quand même dans l'antériorité, il se positionne là. C'est le premier Samoa à être docteur en littérature. Et quand il avait une aversion pour la Polynésie française du fait des essais nucléaires, du fait du Rainbow Warrior, et lorsque Au Vent des Îles a décidé de traduire deux de ses livres, le Mango's Kiss en anglais, donc le baiser de la mangue en français, et Leaves of the Banyan Tree, donc les feuilles du banyan en français, qu'on l'a fait venir au Salon du Livre de Tahiti il y a pratiquement 20 ans. La première chose qu'il a dit, c'est que j'avais juré, craché le premier, de ne jamais mettre les pieds dans ce pays, parce que les essais nucléaires. Et aujourd'hui, grâce à la littérature, j'y suis. Et derrière cette phrase qui paraît comme ça, un petit peu anodine, il y a toute une réalité de reconstruction d'une histoire et qui dépasse en fait de loin ces petits moments d'opposition à l'échelle des millénaires des origines de ces peuples. C'est rien du tout en fait les 2 siècles qui viennent de se passer. Et je trouve que Au Vent des Îles, dans ce concept, a su transcender cette séparation et refaire du lien. Ok. Donc tu dis reconstruire une histoire commune. On peut dire donc qu'Au Vent des Îles a participé à retisser cette conscience océanienne qui est si fondamentale aujourd'hui. Alors là, je suis entièrement d'accord. Malheureusement, je ne peux pas en endosser tout seul la paternité. Il y a eu des grands bien avant moi et il y en aura des beaucoup plus grands bien après moi également. Participe. J'ai participé un petit peu. Le premier de tous, c'est Epeli Aofa, très clairement. Epeli, grand penseur océanien d'origine tongienne, qui a fait toute sa carrière à USP à Fidji, University of South Pacific, et qui a donc créé ce concept d'un océan d'îles, à savoir les Océaniens ne sont pas des micro-peuples éparpillés séparés dans un immense océan, mais juste une grande nation qui est reliée par l'océan. Et ça, c'est très clairement la vision Au Vent des Îles. Alors, quand j'ai commencé Au Vent des Îles, je ne connaissais pas Epeli Aofa, comme du reste, plein de gens aussi ne le connaissent pas, et j'encourage les gens à le lire. On l'a publié, entre autres, à titre posthume, puisque Epeli est mort il y a quand même de nombreuses années. Mais oui, effectivement, et il y a eu d'autres mouvements. Il y en a eu en local, un qui, moi, m'impressionne particulièrement, c'est celui qui a initié Willy Taimana, qui est le directeur du Centre des métiers d'art, avec ce concept Putei, d'aller échanger, faire se rencontrer, se confronter des sculpteurs, des artistes du Centre des métiers d'art avec des Tongiens, et ça c'est le même principe, c'est que reconstruire par l'art des liens que l'histoire a coupés, moi ça me paraît satisfaisant intellectuellement. Et il y en a d'autres, hein, il y a d'autres expériences qui ne sont bien évidemment pas toutes issues de Tahiti, il y en a d'autres de partout dans le Pacifique. Donc la littérature fait partie de ce grand monde de l'art. La littérature est une des expressions de l'art, enfin à mon sens, en tout cas c'est celle que nous on a choisie, et ouais, ça nous paraît
oui, une expression tout à fait noble de l'art. Et c'est ça qui porte, en partie, qui porte au Vent des Îles depuis 30 ans. Ah, c'est très clair que ce n'est pas la sculpture qui porte au Vent des Îles, c'est la littérature. Oh, vous faites des livres, des beaux livres de... Ah, on fait des beaux livres, oui, on fait des beaux livres. Oui. Mais enfin, très clairement, on se positionne comme éditeur et pas comme on n'est pas on n'est pas encore que peut-être que derrière il y a un petit côté un peu militant. Peut-être, oui, dans ce qu'on fait, il y a peut-être un petit côté militant, effectivement. Oui. Mais je pense que c'est une réalité qui nous dépasse nous, et du reste, le temps le prouve. Hein. Ce qui, au début, était un petit sentiment, une vision, après, tu t'aperçois qu'en fait, c'est une telle évidence. Alors voilà, peut-être qu'on a eu la chance d'être là au bon moment, peut-être. Et aujourd'hui, chaque année, tu te rends en France pour présenter des ouvrages, et on retrouve des ouvrages au Vent des Îles dans beaucoup de librairies en France. J'imagine que c'est une sorte d'accomplissement, en tout cas une fierté pour toute l'équipe de... Alors c'est une fierté évidemment, un accomplissement pas encore, mais on y travaille. D'autant que pour les 30 ans, puisque 2020 ce sont les 30 ans de Vent des Îles, alors même si ça tourne un petit peu à la farce, il faut le reconnaître, mais il faut le prendre avec philosophie et puis bonne humeur, puisque nous on a travaillé tout 2019 à organiser un gros programme de sortie pour 2020 et des invitations sur des festivals, des salons en France, des tournées organisées avec une représentation du catalogue à chaque festival, donc avec des auteurs maoris, aborigènes, tahitiens, calédoniens, papous, tongiens, enfin tout ce qu'on a, tout ce que représente le catalogue au Vent des Îles. Et tout ça, c'est parti en autre boudin parce que le Covid a fermé tous les festivals. Mais il se trouve que parallèlement à cette forte représentation, on avait sur une réalité beaucoup plus structurelle, changé de diffuseur. Donc le diffuseur, c'est celui qui va présenter nos livres et vendre nos livres en librairie en France. Et là, on a changé de diffuseur depuis le 1er janvier. Et on est maintenant en France diffusé par Harmonia Mundi Livre, qui est un diffuseur de grande qualité dont on est très content. Même si le moment est compliqué et que le Covid, tout le monde a suivi ce débat qu'on pourra peut-être avoir pendant le Salon du Livre, est-ce qu'on peut fermer les librairies, est-ce qu'il faut interdire la vente des livres, enfin ça c'est un autre débat. Mais donc dans cette période compliquée, nous, nos chiffres ont explosé, mais parce que c'est la qualité du diffuseur. Donc oui, c'est une fierté. C'est pas encore un accomplissement parce que on réalise quand même aujourd'hui que la littérature océanienne n'est pas encore connue de tous. Je pense même qu'il y a très peu qui la connaissent. Donc l'intérêt, c'est qu'on a du boulot. Il nous reste juste à persuader 90% de la population qui ignore complètement à la fois qu'il peut y avoir une littérature dans le Pacifique et qu'en plus elle est disponible, diffusée et qu'elle est au même titre que toutes les autres littératures, une grande littérature. Donc c'est un peu notre responsabilité à tous d'offrir ces livres qui sont en format papier ou en format livre numérique, puisqu'on retrouve quand même un certain nombre de livres de votre catalogue en format e-book. Alors effectivement, c'est de la responsabilité à tous d'acheter des livres au Vent des Îles, ça on est bien d'accord. Et de les offrir, oui, très bien, de les offrir. En papier, effectivement, en e-book également. Nous, ça fait pas mal d'années qu'on a pris le virage numérique, puisque très rapidement, en 2013, le Centre national du livre, donc en France, a dégagé des budgets pour aider les éditeurs, ou les gens qui sont éditeurs professionnellement, à se numériser, à numériser les fonds, parce qu'à l'époque, on imaginait tous que ça allait représenter 20% du marché. Enfin, les gens qui travaillaient là-dessus imaginaient que ça allait faire 20% du marché, ce qui est énorme. Donc on a été aidé pour numériser notre fonds, et aujourd'hui, nous, on a 120 titres de littérature et de sciences humaines qui sont disponibles en e-book, qui sont du reste très bien diffusés. Après, on est loin de la projection à 20%, le marché France est en dessous de 5% aujourd'hui, mais ça ne fait que croître. Et puis peut-être que maintenant qu'on fait des salons du livre numérique, tout sera e-book demain. Certainement.
Et pour finir, peut-être une petite anecdote, si tu devais retenir un événement sur ces 20 ans de salon, alors dans le cadre d'un atelier, d'une conférence, d'une rencontre avec un auteur, il y a quelque chose que tu pourrais nous raconter? Oui, une petite anecdote qui a trait à l'imaginaire océanien. Il y a quelques années, on a publié un livre que j'adore qui s'appelle Maiba, qui est un livre de Russell Soaba, qui est un auteur de Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui est le premier et le seul texte de Papouasie traduit en langue française, publié en langue française. Et on était avec Russell à un festival à Rochefort, oui. Donc en Charente-Maritime. Et il se trouve qu'il a été malade, mais enfin peu importe, le premier soir, dans ce festival de films pacifiques et de livres, il nous projette un film qui s'appelle Tana, qui est un très beau film qui se passe au Vanuatu, qui est l'histoire d'un jeune homme d'une tribu plutôt de la montagne et puis d'une jeune fille d'une tribu plutôt de la mer qui s'aiment, mais ils ne peuvent pas parce qu'il y en a qui sont de la montagne et les autres qui sont de la mer. Et à la fin, ils vont se suicider dans le Yasur, le volcan de Tana. Et moi j'étais un peu surpris de cette espèce de transposition de Roméo et Juliette en Océanie. Et donc j'en parle à Russell après le film. Je lui dis qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Et il me dit écoute, moi j'ai trouvé la musique vraiment super, les acteurs vraiment bien, mais l'histoire elle tient pas la route. Chez nous, quelque chose comme ça, le garçon, il se jette dans la mer et il se transforme en dauphin. Voilà. Donc ça c'est voilà. Je pense que ça dit tout, quoi. C'est un autre imaginaire. C'est un autre imaginaire. En tout cas, on a hâte de découvrir les nouveautés du Vent des Îles sur ce 20e salon. Et merci beaucoup Christian de cette rencontre. Et puis nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles rencontres avec d'autres éditeurs. Merci.